Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer un petit peu de parler hypnotique. En écrivant l'essai que j'ai sur cette idée-là, je me suis rendu compte à quel point on ne prenait pas forcément en compte l'hypnose, on va dire sociale, l'hypnose du quotidien, dans la réflexion à savoir comment utiliser l'hypnose, quand est-ce que c'est éthique ou pas d'utiliser l'hypnose. Dans l'hypnose sociale, ce que je définirais par l'exploitation des outils et ou de la discipline dans le cadre du quotidien, avec la famille, avec les amis, potentiellement dans son business, pour obtenir, on va dire, une influence, ou potentiellement pour orienter des personnes, voire avoir des résultats plus facilement, on va pouvoir utiliser des choses ultra basiques qu'on pourrait mettre sous le chapeau de la communication. Or, on ne peut absolument pas dire à quelqu'un mais c'est honteux, tu es en train d'utiliser des outils de manipulation au travers de ta communication. Tu communiques. Après, tu as une rhétorique, un apprentissage sémantique, une manière d'apporter tes idées. Vous le savez, beaucoup de personnes, et on l'entend d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux et un petit peu les émissions, créent des récits, des storytelling. Et on sait que le récit et le storytelling sont des outils qui permettent d'entraîner les personnes auditrices à entrer dans une transe qui va être légère la plupart du temps, et surtout à faire s'absorber, focalisation, chacun d'entre nous dans l'histoire de la personne. Alors parfois, quand c'est pas très bien mené, l'histoire est tellement exagérée que on a un pas de recul et on se dit là, j'y crois pas trop. Ça, c'est une technique de base et on va vous le dire la plupart du temps si vous voulez faire passer une histoire, une idée, pardon, utilisez une histoire. On peut pas dire à ce moment-là à la personne émettrice de sa communication que elle est en train d'utiliser des outils qui vont amener une suggestibilité accrue aux personnes qui l'écoutent. Pour autant, c'est ce qui est fait. Si on trouve des personnes qui sont charismatiques, donc on va vraiment au-delà de la beauté physique, on parle vraiment du charisme, cette espèce d'élément d'attraction que certaines personnes peuvent avoir, et chacun, bien sûr, avec ses filtres, vont dire « Ah, c'est parce qu'il se tient bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il arrive à amener les gens vers lui, etc. » Et beaucoup de personnes qui ont du charisme, alors bien sûr, il y a les naturels, il y a les personnes qui, spontanément, c'est des gens charismatiques. Et puis, il y en a, de plus en plus, depuis, bien sûr, qu'on connaît énormément de techniques pour paraître charismatique, pour se comporter comme quelqu'un de charismatique. Alors, il y a un gars super drôle sur internet qui est coach en charisme, qui s'amuse à être complètement dans l'excès. Et amusez-vous à le regarder, j'ai plus le nom en tête, mais qui a les cheveux longs et tout. Il est extrêmement drôle parce qu'il surjoue le fait que maintenant on enseigne aux gens à devenir charismatiques, à savoir se tenir, savoir parler, savoir gérer plein de choses. Donc, on amène des compétences, / parfois des artifices, pour aller vers un résultat, pour obtenir potentiellement de l'attention, pour être au centre de la dynamique sociale. Et là encore, c'est connu depuis des années. Je pense même que on le voit au travers de tout le jeu de rhétorique, etc., qu'il y a pu avoir pendant l'Antiquité. Ça a toujours existé. C'est juste que ça s'est structuré particulièrement ces dernières décennies, et encore plus avec l'avènement d'Internet, où on vend des packs pour tout et n'importe quoi, pour développer des compétences. Donc, on a la communication qui est tellement générique
qu'on va pas pouvoir dire, tiens, il manipule, ou en tout cas il utilise des outils de manipulation hypnotique associés à l'hypnose. Parce que hypnotique, ça fait peut-être un peu exagérer le mot que j'exploite. Ce qui avait été développé notamment par la PNL, qui est effectif parce que c'est l'exploitation de l'hypnose conversationnelle. Donc, cette idée de pouvoir entraîner les personnes là où on a envie, et après, on a eu ces classiques, par exemple les pieds dans la porte, ces petits outils qu'on connaît très bien en commerce, le fait de faire parler, questionner les personnes pour l'emmener petit à petit vers les produits qu'on veut, on sait qu'il y a plein de techniques très simples. Et là, c'est pour du business, pour du charisme, pour être bien vu. Mais bien sûr qu'on peut l'orienter pour de la séduction, qu'elle soit sensuelle ou que ce soit professionnelle, pour séduire, pour attirer, pour, par exemple, faire investir. Et il y a plein d'arnaques qui se passent avec un système technique qui est composé notamment d'exploitation d'outils hypnotiques, voire des petites sessions d'hypnose. Il suffit de voir la manière dont sont formés les speeches qui peuvent vous faire rappeler un peu au Tony Robbins. Quand je vous dis ça, je pense à l'instant à ATM, je crois que c'était ça, ATN, je crois, qui était, je sais plus ce qu'ils vendaient à l'époque, je crois, des lignes téléphoniques. Et on a un peu pareil avec certaines boîtes d'immobilier, où en fait ils ont vraiment réussi à créer une forme de Ponzi, même si Ponzi est peut-être un peu exagéré, et ils ont régulièrement des colloques où ils utilisent et surexploitent une espèce de PNL collective, d'hypnose collective, avec tous les aspects qu'on peut retrouver dans un show de Tony Robbins, un show de grands PNListes, avec plein d'ancrage, avec plein de musique, avec plein de sons. Ça fait très chaud, on aime bien appeler ça à l'américaine, mais qui derrière sont très structurés et travaillés pour influencer, pour que les gens investissent, pour que les gens travaillent plus, pour que derrière, ils pensent qu'ils vont être dans les 20% qui gagnent le plus d'argent, alors que la plupart du temps, ils vont rester dans les 20% qui n'en gagnent pas vraiment, ou dans les 50% qui suivent, qui en gagnent un petit peu, suffisamment pour qu'ils se maintiennent et qui continuent à nourrir les différents éléments, notamment l'engagement. Ça fait X années qu'il est dans la boîte et qu'il n'a pas envie de lâcher. À quel moment, dès lors, on va pouvoir dire c'est pas éthique d'utiliser des outils hypnotiques / de l'hypnose dans de la communication, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit avec une intention. Or, si on prend l'idée très PNL, toute communication a un objectif. Si toute communication a un objectif, tout ce que je vais proposer a pour but soit d'informer, soit d'orienter, soit peut-être de suggérer des idées, faire naître simplement une petite chose, on le sait, hein, le seed, la petite graine, qui peut-être, dans quelques jours, semaines, mois, va au travers d'autres lectures, d'autres moments de partage, d'échange, pouvoir être nourri pour se démultiplier et peut-être influencer à court, moyen ou long terme des personnes. À quel moment on pourra dire non mais on ne devrait jamais utiliser ça, alors qu'en réalité on ne fait que passer notre temps à communiquer et à avoir des intentions dans notre communication avec en plus cette volonté d'obtenir du résultat, ce qui est logique. C'est quelque chose que je trouve important de s'interroger, parce que autant on va parler d'éthique dans des cadres comme la rue, la scène ou l'accompagnement thérapeutique, et on va dire ça, il ne faut pas le faire, etc. Autant, c'est tout autant exploité dehors, au quotidien, ou dans des entreprises, dans une hypnose sociale. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.